Eh ben, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue donc sur cette nouvelle émission du Twitch solidaire, le mégaphone. Aujourd'hui, donc, on va parler du mois des fiertés. On va parler des LGBTQIA+ phobie, notamment, et comment est-ce qu'on peut agir syndicalement. Voilà, donc ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir Lucie de Solidaire étudiante, Charlie de Sud Éducation Bonsoir. et Aria du média indépendant problématique. Bonsoir. Euh, alors pour ouvrir cette discussion, en fait, on va peut-être commencer déjà par le meurtre de Noam, qui nous a un peu secoué il y a quelques jours, qui nous a rappelé que la haine, en fait, aujourd'hui, elle tue encore. Qui ne fait que confirmer en fait le dernier rapport de SOS homophobie avec une augmentation encore de 27% des actes LGBTQI phobes en France. Voilà. Et après, nous aussi, on le sait que dans le monde syndical, dans le monde du travail aussi, on le sait que les LGBTQIA+ phobie, elles augmentent. C'est aussi un terrain de placardisation, c'est un terrain de discrimination à l'embauche. Où on voit aussi du harcèlement envers des collègues, et notamment des collègues trans. Donc, à Solidaire, en fait, nos revendications, elles sont claires. Nous, ce qu'on exige aujourd'hui, c'est des cellules d'écoute indépendantes. On exige que dans toutes les boîtes, en fait, il y ait des cellules qui se mettent en place vraiment, en fait, pour lutter contre les LGBTQIA+ phobie au travail. On exige aussi des formations obligatoires à la fois des personnels RH, mais aussi de tous nos collègues. Et puis une revendication qu'on porte depuis longtemps, qui est le respect strict du prénom et du genre des personnes. Je ne sais pas si par quoi on peut commencer, peut-être avec toi Charlie, ou peut-être on part peut-être un peu sur l'éducation. On peut partir sur l'éducation, déjà sur ce qui s'est passé quand même en dehors d'éducation sur Noam, là t'as introduit là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est le temps quand même politique qui a été très long pour reconnaître quand même ce meurtre gayphobe, dont certains députés ont dû batailler quand même pour qu'il y ait cette minute de silence, je crois que c'était hier à l'Assemblée, alors que quand c'était pour Quentin Durand, il n'y avait pas eu de problème. Bon, et puis consterné aussi. Est-ce que parce que venant des quartiers, personnes racisées, est-ce que ça met plus de temps pour ça? On se pose aussi la question, quoi. Est-ce que derrière ça, c'est pas aussi le racisme d'État qui s'exprime? Et puis voilà, sur Noam. Moi, je trouve que sur Noam, bon, il y a aussi, sur ce que tu dis sur la minute, de silence, il y a quand même aussi ce qui est notable, c'est que la minute de silence a été, faite pour 3 personnes, donc pour Noam, pour, Liana et en même temps pour, un gendarme dont j'ai oublié le nom, et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'un peu symptomatique où, pour Quentin Desrins, comme tu disais, il y a eu, les hommages à grande pompe. Là, on met 3 personnes en même temps sur des réalités quand même, relativement différentes, même si c'est des drames et que bien sûr il faut rien, n'oublier. Mais justement, rien oublier, c'est pas mettre ensemble et par ailleurs, le fait que, ce meurtre soit passé complètement au second plan, mais dès le début, c'est même pas ce qui s'est passé là récemment avec Liana qui a fait s'éclipser. C'est dès le début, on n'en a pas parlé. On ne parle pas effectivement du caractère raciste, mais même du caractère meurtrier. On a l'impression qu'il est mort. De suite, il y a eu des recherches pour savoir si c'est parce qu'il aurait volé une casquette. Et il y a eu des articles de presse qui ont commencé à dire que oui, mais ils étaient alcoolisés. Et il me semble que c'est dans que c'est le procureur qui commence à regarder si c'est parce qu'ils étaient alcoolisés et pas parce que en raison du fait qu'il était gay ou en raison du fait que c'est un jeune racisé. Et il y a quand même tout ce dont on a malheureusement l'habitude, qui se rejoue encore une fois, qui se rejoue toujours. Et oui, dans le climat actuel, c'est pas étonnant que ça mette une semaine et demie à arriver. Et j'ai l'impression que malheureusement, il a fallu que Layana meure pour qu'il y ait cette minute de silence, parce que c'est pas sûr du tout qu'elle aurait eu s'il n'y avait pas eu le tout. C'est sûr. Oui, puis même on a entendu dans les médias, il y en avait certains qui commençaient à parler, comme tu disais, de rix, Oui. une simple rix, alors que clairement, ce qui a vraiment été dit aussi
Enfin, puis il y a quand même eu déjà très rapidement plusieurs témoignages qui ont vraiment ciblé le caractère gayphobe. Enfin voilà, on sait pourquoi en Puis, fait il a été ce qui est pour le terrible coup. aussi, c'est que juridiquement, même s'il y a eu des insultes gayphobes, c'est pas retenu dans l'enquête. C'est-à-dire que juridiquement, c'est pour ça que ça a mis tant de temps. Euh, Il y en a qui se cachaient derrière cette décision de justice en disant que le caractère LGBTQIA phobe n'était pas reconnu. Donc, bon. Puis oui, puis aussi de rappeler que ce meurtre, hein, il s'inscrit aussi dans ce que tu disais aussi, dans un contexte de montée des propos d'extrême droite. Et ça, on le voit aussi. Enfin, je repense à, à l'année dernière au suicide de Caroline Mm. Grandjean, qui était donc une institutrice dans une école, qui a subi des propos lesbophobes de la part des familles et qui ont mené à son déplacement et derrière en fait elle s'est suicidée et en fait et ça fait aussi écho euh, aux élections législatives, enfin, suite aux élections législatives de 2023 où en fait il y avait déjà enfin, des personnes du RN qui criaient que maintenant qu'ils allaient arriver au pouvoir, ils allaient pouvoir casser du PD dans les rues, quoi. Mm. Et en fait, tout ça cumulé, je trouve que c'est assez, ouais, je sais pas comment dire, anxiogène, dramatique, Gêne dramatique, préoccupant. préoccupant, quoi. Bah, sur Caroline Grandjean, c'était terrible parce que suite à la suite de pression de parents d'élèves, mais aussi absence de soutien de la hiérarchie. Donc un suicide qui en dit long, parce qu'on rappelle quand même que sa hiérarchie lui avait proposé un autre poste, mais sans la soutenir et sans condamner les propos et les tags, en fait, c'était ça, lesbophobes sur les murs de l'école. Donc non seulement elle n'était pas soutenue par la hiérarchie, insultée par les parents, et pas soutenue non plus par la mairie. Donc elle s'est retrouvée très isolée dans un village du Cantal, ce qui a amené à ce suicide dramatique et qui a mis aussi du temps. Enfin, je me souviens, le jour du suicide, on a réagi en tant que syndicat assez rapidement, mais en fait, politiquement, ça a mis du temps. Le caractère lesbophobe des insultes, ça a mis du temps à sortir. Je crois que c'est Mediapart qui avait fait une enquête. Donc, toujours caché comme ça, ne jamais faire trop de vagues, trop de bruit. Et après, bah, sa compagne qui n'a pas lâché le morceau et qui au final montre bien que Caroline Grandjean est bien victime de lesbophobie et est morte à cause de ça, quoi. Oui, et puis tu parlais de l'extrême droite, mais en fait, ce qu'on voit là, il y a quelques jours, il y a encore l'extrême droite qui a perturbé une Pride, avec des insultes, et cetera. Et bah, là, on voit bien qu'il n'y a pas eu de réaction de l'État. Et en fait, ce qu'on voit, que ce soit ça ou que ce soit quand des groupes bah, clairement transphobes, LGBTQIA+, transphobes, comme Némésis, sont protégés Mm. par les forces de l'ordre dans les manifestations face aux militantes féministes, en fait, on voit bien qu'on a un État qui a choisi son camp, qui a clairement choisi de quel camp il se situait, clairement pas de notre côté, clairement pas de notre camp, mais clairement en défense des groupuscules d'extrême droite qui attaquent nos droits tous les jours, et on le voit encore avec des propositions comme celle de Retailleau et des Républicains de s'attaquer aux mineurs trans. Enfin, c'est en fait finalement c'est tous les jours que l'État réaffirme son soutien à ces groupes d'extrême droite, et on n'est pas face à quelques groupes isolés comme on pouvait avoir tendance à le croire encore il y a quelques années. Mm. Bah, puis il y a quelque chose de terrible en fait dans ce que tu dis, c'est que c'est cette espèce d'homonationalisme défendu par la droite et l'extrême droite où il y aurait une hiérarchie comme ça dans les LGBTQIA+, où en gros les hommes gays blancs et les femmes lesbiennes blanches sont davantage considérés ou acceptés que ce qu'ils appellent eux le wokisme, quoi. C'est-à-dire que plus on est pauvre, plus on est Un non quartier, blanc, de Mm. quartier, ou il y a un gros rejet des trans et tout de la part de la droite et l'extrême droite, et même globalement, c'est dans la société, on ressent un rejet. Enfin, il y a le dernier rapport de SOS homophobie, il y a une explosion des actes transphobes, quoi. Même si les actes gayphobes, lesbophobes, etc. existent encore, disons que c'est beaucoup plus acceptable dans la société que les autres discriminations, quoi. Moi, je pense que, ouais,
par rapport à ce que tu dis sur l'homonationalisme, ce qu'on peut voir aussi sur si on prend la séquence 2012 aujourd'hui, mais particulièrement 2017, l'élection de Macron jusqu'à aujourd'hui, c'est que le détricotage des droits des personnes trans, notamment depuis 2016 et les lois de dépsychiatrisation et de facilitation de changement de genre à l'état civil, vient de gouvernements qui, paradoxalement, sont à la fois ceux qui sont composés de plus de ministres gays qu'avant et de plus de ministres Manif pour tous. Parce que c'est vraiment ces questions de mon nationalisme, de la respectabilité de quelqu'un comme Gabriel Attal, qui incarne bien cette figure-là, ou de, je sais plus comment il s'appelait, celui qui disait qu'il ne voulait pas être un homosexuel militant, Kasbarian, comme ces personnes-là qui portent, oui, mais lui c'était quand même, on a oublié les lois logement, je pense que plein de gens ne les ont pas oubliées malheureusement, mais oui, c'est toute cette mouvance-là qui a préparé le terrain des lois transphobes, notamment, et après du croisement de transphobie-racisme, jusqu'à la loi Rodwell. Je ne sais pas si on y revient après dessus, mais qui est portée par un député macroniste, donc qui vient quand même de cette mouvance-là de ni de droite ni de gauche, mais très à droite finalement, de progressisme, homonationalisme, mais finalement très réactionnaire, et qui mêle des choses terribles. La loi de Rodwell, donc c'est une loi qui est censée lutter contre qui dit lutter contre le terrorisme, qui est une loi qui réifie les migrants et qui les assigne quasiment à des rôles de terroristes, qui laisse ouverte la possibilité d'enfermer de force dans des hôpitaux psychiatriques des personnes suspectées de commettre des actes terroristes si elles ont des troubles. Et qui, du coup, au milieu de cette loi qui est déjà, voilà, il y a deux amendements qui touchent les personnes, enfin, il y a deux volets qui touchent les personnes trans. Le premier qui est l'interdiction pour les personnes trans migrantes de changer, de transitionner si c'est pas possible dans leur pays, et la seconde qui est de devoir présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir transitionner. Il y a eu aussi les frais de 50, il y a eu aussi dans le budget 50 euros de... Pardon. Le fait de devoir payer 50 euros pour pouvoir déposer un dossier de changement de genre. Bref, tout ça, c'est la Macronie, et c'est beaucoup ce truc-là de personnes soi-disant, mais et après je m'arrête là parce que je suis un peu longue peut-être, mais le Rassemblement national aussi, d'une certaine manière, c'est le parti qui met le plus de gays à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir, qu'il faut arriver à lire, mais ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, la gayphobie n'augmente pas, que les meurtres de personnes, on en parle là, mais il y a eu cet été des guet-apens, un tueur en série qui ciblait des hommes homosexuels, mais ça va ensemble parce qu'il y a aussi cette question de respectabilité, de qui sont les personnes LGBT qui peuvent s'intégrer dans la société et qui sont celles et ceux qui ne doivent pas s'intégrer dans la société. Puis tu parlais de la Macronie qui essaye de se donner une image aussi un petit peu de pinkwashing, etc. Enfin, nous, on n'oublie pas aussi que c'est les premiers à faire des coupes budgétaires sur tous les dispositifs d'accompagnement. Et par exemple, nous, dans l'enseignement supérieur, tous les centres de santé universitaires qui sont menacés par le dernier plan de coupe budgétaire, c'est des milliards d'euros qu'on enlève. Et derrière, c'est, par exemple, moi je suis de Grenoble, le centre de santé universitaire qui nous dit clairement oui, on va se recentrer sur nos missions principales, et c'est clairement pas ça. C'est clairement pas d'aller soutenir les étudiants qui ont besoin d'accompagnement, etc. Quand on n'a pas d'ailleurs des médecins qui sont soutenus par les centres de santé universitaires, qui refusent de faire des injections, qui refusent, à la demande des étudiantes et des étudiants, qui refusent de faire des attestations médicales, etc. On a clairement en fait un gouvernement qui organise aussi la pauvreté, la précarité des personnes trans. Aujourd'hui, 2 tiers des personnes trans vivent sous le seuil de pauvreté. Et en fait, c'est quelque chose qui est largement toléré par ce gouvernement qui, derrière, va se maquiller de violet, de rose, etc., sans mener de véritable politique combative là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est du pinkwashing, quoi. Dans l'éducation, c'est pareil. Sous Macron, il y a eu des suicides d'élèves trans qui n'avaient pas du tout été pris en charge par les CPE, par les infirmières, médecins scolaires, etc. Et on avait quand même des collègues qui refusaient quand même qui les mégenraient en fait, qui refusaient le changement du pronom, etc. Et pour autant, normalement, on a des lois qui sont passées, notamment les VAR, qui est quand même obligatoire depuis plusieurs années, et les programmes sont sortis à la rentrée là. Mais l'État, même si
profite de la vitrine de l'EVARS en disant qu'ils mettent en place les programmes, ne fait rien derrière. C'est-à-dire que seulement, je crois, un tiers des enseignants-enseignantes ont reçu une formation et on n'a pas de moyens pour mettre en place cette éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité parce que on n'a pas d'heures, on n'est pas rémunéré, donc on doit le faire sur notre temps libre. Donc on a en fait l'État qui se dit progressiste, Mmh. fier, etc., mais n'accompagne pas du tout pour que les choses changent, quoi. On se Et dit qu'un meurtre, le meurtre de Noam, peut-être qu'il n'aurait pas eu peut-être. lieu s'il y avait eu cette éducation à la vie affective et relationnelle depuis plusieurs années, quoi. Et il y a pas de moyens et de l'autre côté, on sait aussi qu'il y a, l'ex-MOT Thomas Terrain qui, aide aussi au financement de l'EARS du coup. C'est ça, dans le privé. Voilà, c'est dans le privé et là pour le coup, Et c'est pas du tout là, sur l'EVARS quoi, c'est vraiment, en fait, c'est assez terrible, c'est qu'on a vraiment deux. Si on a lancé une enquête un peu avec le collectif contre les LGBTI-phobie en milieu scolaire, on a reçu sur 4000 réponses, on a reçu à peu près un quart de réponses du privé. Et en fait, si les enseignants du public rencontrent des difficultés budgétaires à mettre en place les VARS, les enseignants du privé rencontrent des oppositions idéologiques, c'est-à-dire pression de la hiérarchie, des parents, etc. Et il y avait les ARS, effectivement, qui étaient déjà mis en place, où c'était une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, mais dans le privé, donc en faisant intervenir des associations conservatrices, parce qu'il faut savoir que le privé, il est à 96% catholique. Donc, je vous laisse imaginer les discours qui étaient transmis, donc anti-avortement, anti tous les LGBTQIA+, vraiment, c'était... Donc, il y a une violence, quand on sait qu'en plus, dans ces institutions comme ça privées, il y a une violence LGBTQIA-phobe, le scandale de Betaram, Stanislas, etc., ça fait froid dans le dos, quoi. Et enfin, peut-être pour revenir sur la question du changement de prénom, parce qu'en fait, enfin, nous, on a plusieurs exemples de cette année. On a mené des luttes, on a mené une grande campagne de lutte contre la transphobie. Et sur la question du changement de prénom et du changement de genre, du coup, qui va avec, normalement, la loi dit clairement qu'on n'a pas besoin de faire un changement à l'état civil. Il suffit de faire une simple demande à l'université et au Crous, parce qu'il faut les faire quand même aux deux, sinon ce serait pas rigolo d'un point de vue administratif. On se retrouve encore avec des universités qui demandent un changement à l'état civil. Donc là, par exemple, à Tours, on a mené une grosse lutte contre l'IFPS qui, du coup, demandait encore, donc l'Institut de formation en protection de santé, je le dis comme ça, mais je crois que c'est ça, qui demandait encore ça. Finalement, ils ont dû plier. Et donc, côté université, ça bloque. Côté des enseignantes et des enseignants, ça bloque, parce qu'on a des mégenrages assez régulièrement. Et côté Crous, on se retrouve avec des étudiantes et étudiants qui n'ont plus de bourse, parce que le Crous refuse de faire des versements de bourse à des étudiantes et étudiants dont le relevé d'identité bancaire ne correspond pas au nom qui a été changé, qui leur demande. Et donc, avec des étudiants et étudiants qui viennent nous voir en disant bah, en fait, j'ai le choix, ou je me fais mégenrer, ou je me retrouve dans une situation, bah, en fait, ça met en danger ma survie financière. Et face à cette situation-là, le Crous ne veut rien entendre, renvoie la faute sur les banques, alors qu'ils sont pas, enfin, exempts de tout reproche, mais enfin, c'est aussi une manière de vouloir se dédouaner. Et donc, on a mené plusieurs luttes, on en a mené à Caen, on en a mené à Rennes, etc. C'est un travail qu'on continue à mener, et on voit bien qu'on a une forte résistance en face, avec des étudiantes et étudiants qui ne connaissent pas du tout leurs droits. On a encore fait des tables d'accompagnement, etc. Des étudiants qui ne connaissent pas du tout les... Enfin, c'est fait exprès. On a un État qui fait tout pour que ce soit littéralement impossible de pouvoir accéder à ces droits aujourd'hui là-dessus. Ouais, moi, ça me fait penser ce que tu dis à une situation un peu similaire. Nous, on a un journaliste qui a fait une enquête auprès de la CPAM, où il y a donc des personnes qui travaillent pour la CPAM qui font du zèle pour entraver les transitions. En gros, aujourd'hui, pour transitionner, il n'y a plus besoin d'avoir un rapport de psychiatre et d'endocrinologue. Il suffit d'avoir un papier signé par son médecin traitant pour avoir accès à des traitements médicaux et des opérations de transition de genre. Mais il y a, en gros, il faut avoir une ALD avec, donc une affectation longue durée qui permet d'avoir le remboursement des actes chirurgicaux et des traitements. Et la CPAM
normalement, doit donner ça automatiquement. Et il y a tout un tas de CPAM qui, en fait, refusent. Il y a des travailleurs et des travailleuses dedans qui, par conviction, font en sorte de ralentir les procédures, de demander 3 ans de latence sur on ne sait pas exactement quoi, en fait, en se basant sur des rapports de lobby plutôt anti-trans qui disent qu'il faut observer un délai de réflexion ou quoi que ce soit. Du coup, mais c'est pas des choses légales. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand il y a des collectifs, des associations qui vont lutter, ils plient. Donc on peut gagner, bien entendu, mais c'est épuisant parce qu'il faut y aller à chaque fois. Qu'il faut à chaque fois aller lutter contre toutes ces dans toutes ces institutions, quand il y a des personnes qui font de la résistance. Il faut systématiquement y aller et qui vont jusqu'au tribunal parce qu'en fait, ils pensent que individuellement, les personnes ne vont pas y aller parce qu'il faut payer le tribunal aussi. Et que du coup, c'est aussi pour saper individuellement, pour faire en sorte de décourager et d'abandonner les parcours. Mais c'est aussi pour dire qu'il y a quand même de l'espoir sur on peut gagner quand on lutte, même si il faut lutter à chaque fois, quoi. Ça fait penser que justement, là, on est en train de réfléchir, nous, au sein de la commission genre et sexualité de Solidaire, d'imaginer un congé de transition. Voilà, bon, c'est encore à l'état de discussion, hein, mais parce que on a plusieurs camarades qui nous font remonter que quand ils rentrent dans un parcours de transition, des fois il y a des arrêts qui sont pas considérés. Enfin, voilà, il y a des arrêts maladie qui sont posés, donc derrière il y a des jours de carence, des reprises qui sont trop tôt aussi. Voilà, moi je défie tout le monde de reprendre derrière une mastectomie par exemple. Enfin, voilà, j'ai travaillé longtemps en chirurgie plastique et une mastectomie c'est hyper douloureux. Et souvent ils ont juste, enfin les personnes ont juste ouais, peut-être 1 semaine, 10 jours d'arrêt et derrière, c'est la reprise. Alors que derrière, il y a besoin quand même aussi de la rééducation, il y a besoin et tout ça, en fait, c'est oublié et donc voilà, donc on est en train vraiment de réfléchir à comment est-ce que ce congé de transition pourrait doit être réfléchi, enfin voilà, pourrait être utile et comment on pourrait se battre sur le terrain pour l'obtenir. Alors, on a déjà du mal à obtenir le congé hormonal, mais voilà, on se dit que c'est quand même une réflexion à avoir aussi, parce qu'un parcours de transition, c'est long et ça génère effectivement, en fait, des arrêts de travail qui génèrent, en fait, on le sait, hein, dans un état où il y a les jours de carence qui s'accumulent et que derrière, c'est des pertes de salaire, c'est encore de la précarité qui est rajoutée à nouveau sur les personnes trans, quoi. C'est sûr. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes trans qui essayent de transitionner avant, si possible, avant et du coup dans des périodes de chômage, ou une fois qu'il y a un travail bien installé avec la possibilité, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un travail dans lequel on prend peu de risques socialement, et tout le monde n'a pas la possibilité non plus d'être au chômage, ce qui fait que les parcours de transition peuvent durer des années uniquement parce que toutes ces conditions-là ne sont pas remplies. Et effectivement, ça serait quelque chose qui faciliterait grandement la vie et raccourcirait les processus, sachant que tous les arguments qui disent que oui, mais les personnes doivent pouvoir réfléchir, oui, mais sont des faux arguments. Il y a infiniment peu de personnes qui regrettent et qui font le choix inverse. Et souvent, les regrets, ça c'est sourcé aussi et documenté. Il n'y a pas de regrets. Les personnes qui détransitionnent sont des personnes pour qui la pression sociale est trop importante, qui subissent trop de violences ou qui ont des emplois dans lesquels ce n'est plus possible et qui du coup font marche arrière. Et donc tout ça pourrait permettre aussi de faciliter ces parcours-là. Mais même au sein des familles, quoi. Tu parlais de pression sociale, etc. Nous, dans l'éducation, donc on a une circulaire qui quand même accompagne les élèves trans dans leur transition, etc. Mais avec l'accord des familles. Et on sait très bien que très souvent, les familles ne vont pas accompagner l'enfant et s'y opposent très souvent. Ce qui crée encore une situation de mal-être, etc. Il suffit que l'élève soit en plus avec les mauvais collègues, j'ai envie de dire, c'est catastrophique, quoi. Oui, puis alors, non, ça me fait écho parce que souvent, enfin, je repense à toute la lutte qu'on avait menée, je crois que c'était en 2022 ou 2023, contre la transphobie, quand il y avait eu le réseau Résistance qui s'était monté, et tout ça qui faisait suite à des projets de loi qui étaient en cours et des personnes qui disaient, enfin, qui comprennent pas en fait que dans le mot transition, il y a plusieurs choses et que la première transition, c'est la transition sociale. Et qu'il y avait eu cette espèce de truc sur la transition des mineurs, enfin, qui avait pris une ampleur,
qui était hallucinante, quoi, dans les médias. Alors après, augmentée, enfin, c'est voilà, par l'extrême droite et par tous ceux qui financent. Enfin, je pense à, ça y est, j'ai avalé le nom de l'écrivaine de Harry Potter, voilà, qui elle alimente aussi bien ces réseaux-là un peu du coup en Angleterre, mais du coup ça fait écho aussi un peu après à ce qui se passe en France aussi, quoi. Voilà. Mais après, ce qu'on avait vu aussi à ce moment-là, par contre, c'est que il y a eu des grosses mobilisations, des grosses luttes. Moi, je garde aussi en mémoire, enfin voilà, des gros rassemblements qui sont organisés partout dans toutes les villes pour combattre en fait les discours transphobes qu'on entendait à ce moment-là, qui étaient insupportables. Et ces jeunes-là qui, quand ils arrivent à la fac, qui, quand ils sont pas soutenus par leur famille, nous, quand on est dans les commissions d'attribution des bourses, on se retrouve régulièrement avec y compris des travailleuses sociales, des travailleurs sociaux, qui nous disent mais pourquoi est-ce qu'on devrait donner une bourse à telle personne parce que, enfin, qu'on voit les revenus de sa famille, les revenus de sa famille sont bons, etc. Elle ne devrait pas en bénéficier. On dit que cette personne est en rupture avec sa famille. Pour des questions de transition, elle vous l'a expliqué dans sa lettre, elle vous demande de l'aide, et on nous répond, bah non, mais enfin, c'est son choix de transitionner, donc c'est son choix d'être en rupture avec sa famille. Donc à partir de là, on voit pas pourquoi est-ce que nous, on devrait, la collectivité, c'est vraiment l'argument qu'on nous donne, venir payer, venir aider pour ça. Et il faut batailler, mais dossier après dossier, il faut parfois aller faire des manifestations et envahir parfois le Crous pour pouvoir obtenir, pour vraiment étudiante par étudiant, étudiant par étudiant, les uns après les autres, obtenir les bourses. Enfin, on voit bien que tu parlais des résistances tout à l'heure, mais on se retrouve face à des résistances, mais parfois, enfin, qui sont vraiment mais ubuesques, si c'était pas dramatique. C'est-à-dire que pour le changement de prénom, par exemple, vous pouvez faire une demande, ça peut être accepté. On peut vous donner une nouvelle carte de bibliothèque, une nouvelle carte de Crous, etc. Mais on peut décider que sur l'emploi du temps, par contre, là, vous avez quelqu'un à la scolarité qui va bloquer et qui va vous mettre votre dead name. On a à Toulouse le cas d'étudiantes, d'étudiants où on refuse de leur rendre leur diplôme parce qu'on marque l'ancien nom sur le diplôme. Et on dit, mais oui, mais toutes les premières années de scolarité, sur votre bulletin, il y avait marqué un autre nom, donc sur votre diplôme, on doit marquer ça. Et si vous ne faites pas de changement à l'état civil, c'est non. Donc on voit bien qu'il y a parfois des résistances, mais qui sont vraiment individuelles au sein des organisations, enfin des universités, etc. Et sur ça, ben, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut de la formation, il faut des sanctions aussi, à un moment donné, quand c'est nécessaire. Je pense, voilà, à Grenoble, on a réussi, un prof islamophobe, transphobe, raciste, vraiment qui cumulait tout. On a bloqué l'université, on a dit, Sciences Po Grenoble, on a dit on ne reprendra pas, on a appelé au boycott de son cours. Résultat, il se prend une enquête administrative, il est suspendu pendant 6 mois, et si on le revoit à la rentrée, ils savent qu'il se repasse la même chose. Ouais. Mais on n'a plus le choix, en fait, aujourd'hui. Oui, ce que tu disais aussi sur les prénoms, ça me rappelle effectivement, enfin, c'est fait partie aussi de notre travail de syndicaliste, c'est-à-dire que le changement de prénom, quand il intervient au cours de la vie, nous, on a accompagné des personnes qui, du coup, avaient changé effectivement de prénom. Et en fait, pour les droits à la retraite, il a fallu batailler pour faire reconnaître toute leur carrière, et pas seulement la carrière sous la fin de carrière, parce que souvent, on avait une personne qui avait fait 50 ans de sa vie sous un prénom, qui a commencé sa transition tard, à 50 ans passés, et donc en fait, il a fallu batailler pour faire reconnaître les 30 années. Enfin, voilà, et en fait, on ne devrait pas avoir à batailler. Et bon, on y est arrivé, mais par contre, derrière, c'est des retards pour obtenir le droit, pour obtenir, en fait, sa retraite complète, en fait. Et souvent, je crois qu'on n'a même pas réussi à avoir tout le rattrapage des années. Faudrait que je me replonge dans le dossier, mais je crois qu'on n'avait pas réussi à avoir tout le rattrapage des années qu'il avait perdu à la retraite sans avoir sa retraite complète, quoi. Donc, c'est parti. Bon, de toute façon, c'est pas que en France. Ouais, c'est sûr. C'est pas que en France. À l'international, c'est terrible ce qui est en train de se passer. La montée de l'extrême droite un petit peu partout. Les premières visées, c'est les étrangers, étrangères, les personnes non blanches, les LGBTQIA+, les femmes. Quand on voit aux États-Unis, en Italie, en Argentine, en Russie. Bon, en Hongrie, il est parti. Orban, il a perdu. Oui, mais bon. Non, mais voilà, il y a un virage à l'extrême droite un petit peu partout. Nous, ça nous inquiète énormément de ce qui va se passer en France avec les prochaines échéances l'année prochaine.
C'est-à-dire que l'extrême droite, même si elle ne le dit pas, même si elle ne l'écrit pas, elle est profondément LGBTI-phobe, quoi. Et je pense qu'il faut y faire très attention. Et parallèlement, il y a une montée aussi un petit peu partout dans le monde où il y a un durcissement des lois contre la communauté LGBTQIA+. Et il faut, je pense, que là, pour le coup, c'est à l'État d'ouvrir les frontières globalement et de faciliter les démarches administratives pour ces personnes, qu'elles puissent vivre dignement, quoi. Sur le droit d'asile, mais après, je crois que vous aviez écrit dans Problématique sur tout ce qui se passait dans le monde, Bah, alors, d'abord, quand même, pour commencer sur la Hongrie, parce qu'effectivement, la défaite d'Orban, je sais pas s'il faut il faut s'en réjouir d'un point de vue démocratique, parce que tout ce qu'on sait sur Orban, autocrate, etc., et que son opposant a promis de faire revenir la démocratie, on va dire, etc. Mais après, il faut pas oublier que son opposant vient du Fidesz, lui aussi, qui vient du même parti politique, que pour l'instant, il a dit qu'il allait rétablir la Pride. Mais voilà, il faut voir ce que ça va donner, hein. On se souvient, la comparaison est peut-être un peu hasardeuse, mais on se souvient que quand les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan, ils ont dit qu'ils allaient régner de manière inclusive, et on voit ce que ça donne maintenant. Il faut faire attention à remplacer l'extrême droite par l'extrême droite, ce que ça donne. Mais parce que là où je veux en venir avec cet exemple, c'est que c'est pas que on ne fait pas tomber l'extrême droite, notamment quand elle se développe comme en Hongrie, comme en Pologne, comme dans certains pays où elle prend des positions petit à petit et que c'est pas quelque chose de dur. On n'est pas sur des coups d'État à la Pinochet ou quoi que ce soit. C'est que la société est transformée aussi progressivement. On le voit en Pologne, les lois progressistes qu'il y a commencé à avoir, elles ont été détricotées, et puis les nouveaux gouvernements finalement se radicalisent à nouveau vers la droite et petit à petit reviennent sur leurs promesses. Voilà, donc il faut aussi réfléchir à comment on enraye non pas que des mesures autoritaires, non pas que des mesures LGBT-phobes, mais comment est-ce qu'on construit le rapport de force et comment on ne lâche pas le rapport de force de notre côté. Typiquement, chez nous, comment est-ce que on ne lâche pas le terrain sur tout ça, et pas uniquement sur il va y avoir une loi qui va tomber sur les parents anti-genre dans les écoles, sur tout ça, sur le travail de fond. Et après, oui, sur comment est-ce que ça se passe, effectivement, il y a tout le temps la triptyque, les droits des personnes racisées, les droits des femmes, les droits des LGBT. Les États-Unis, c'est l'exemple le plus frappant. D'abord, on revient sur l'avortement, ensuite les thérapies de conversion. On dit que les personnes trans, que les personnes qui soutiennent les personnes trans sont des terroristes. On dit que c'est la même chose sur les migrants, et tout ça crée un package. Mais là encore, c'est voir comment des fronts communs arrivent à se mettre en face. Et ça aussi, c'est les choses qui sont parfois plus compliquées, d'arriver à tout saisir dans son ensemble, et à ne pas avancer de manière dispersée, même si à l'international, il peut y avoir des endroits où il peut y avoir un peu d'espoir, on va dire, comme par exemple en Italie, les mouvements de résistance à Meloni. On voit l'extrême droite parfois commencer à perdre du terrain dans certains pays d'Europe du Nord ou de l'Est, même si ça reste timide. Et ce que tu disais sur l'ouverture des frontières, effectivement, il y a la question, bon, ce qu'on a parlé sur la loi Rodwell, le fait que c'est plutôt le contraire qui se passe malheureusement, mais il y a aussi la question de faire attention à où va la solidarité internationale sur ces questions, parce que typiquement, la Macronie et même le centre, on va dire une partie du centre-gauche, c'est beaucoup ému de ce qui se passe au Sénégal. Et c'est vrai que c'est un gros problème, les lois de durcissement anti-homosexualité au Sénégal et dans d'autres pays, notamment d'Afrique de l'Ouest. Mais comme on a dit, il y a les États-Unis, il y a tout un tas de pays européens le Royaume-Uni, on n'en parle jamais, mais toutes les lois transphobes. Et en fait, tout ça, ça ne les émeut jamais. Là où on dit qu'on va accueillir, c'est tout le temps quand c'est des pays d'Afrique qui prennent des lois LGBT-phobes, mais en commerce avec le Qatar. Mais enfin, bon, voilà, tout ça, de pas oublier de penser globalement et penser que c'est une lutte finalement d'une classe déjà politique, d'une classe sociale qui veut garder son pouvoir, de pouvoir très conservateur contre les peuples, et pas de spécificité régionale, etc.
Oui, c'était clairement colonial, hein, le traitement médiatique Ah ouais. du durcissement des lois LGBTI-phobes en Afrique de l'Ouest. Bon, ces lois sont quand même terribles Mmh. pour la communauté LGBTQIA+, mais c'est vrai qu'il faut pas, enfin, faut aussi regarder un petit peu dans les pays du Nord. Comme tu dis, les États-Unis, il y a une offensive que Trump nomme anti-woke, quoi. Quand on voit que les fonctionnaires devaient montrer qu'ils n'étaient pas woke, sinon ils étaient radiés, quoi. Enfin, on est quand même aux États-Unis. Enfin, Et la suppression de livres, enfin des ouais, livres des qui livres, dans des les écoles, des programmes, enfin, programmes, enfin c'est c'est ouf. un truc de fou, quoi. Ce qui C'est se passe, enfin, en Argentine, c'est pareil. Oui. Voilà, faut pas focaliser sur les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est sûr. Mais cette extrême droite, il va falloir la contrer, quoi. Il va falloir être forte et fort dans les prides, quoi. Mais enfin, moi, ça me fait penser justement parce que justement, ils montent partout, ils montent aussi en France. Et en fait, on voit bien que derrière cette classe sociale bourgeoise, son objectif aussi, enfin, on voit bien que parce qu'il y a une véritable marche à la guerre qui est en train de monter, enfin, nous, on se prend de plein fouet le retour du service militaire volontaire, qui n'est Mm. pas volontaire quand ça tombe sur les dates de Parcoursup, c'est-à-dire que vous n'êtes pas affecté nulle part, etc. Bon, écoutez, en échange de 800 euros, vous pouvez bien Allez. aller à l'armée, franchement, puis ce sera bien sur le diplôme. Enfin voilà, derrière, vous pouvez récupérer un parcours. On a tout prévu pour vous. Non, franchement, vous serez logé, nourri, blanchi, c'est parfait. Mais c'est un hasard. Voilà, mais c'est un hasard, c'est un pur hasard. Franchement, le gouvernement fait très mal les choses, c'est connu. Mais derrière, en fait, aussi cette idée donc militariste qui monte partout en Europe, hein, c'est rétabli en Allemagne, en Italie, voilà. Derrière cette idée européenne, en fait, de cette véritable marche à la guerre, il y a aussi l'idée derrière de relancer la politique nataliste, de relancer en fait toute cette politique où ça va être la famille mononucléaire traditionnelle qui va être mise en avant, et il n'y a pas la place pour tout ce qui va aller en dehors du productivisme. L'important, ça va être de faire des gosses, etc. Donc, il y avoir toutes les mesures anti-avortement qui vont justement qui se développent partout. Et quand on voit les coupes budgétaires qu'il y a aussi pour le planning familial, qui dans certaines écoles maintenant se fait même interdire. Je pense à Grenoble où par exemple le planning familial dans certaines écoles maintenant, non, c'est trop militant, on les autorise pas, il faut que ce soit d'autres organisations, etc. Enfin, on voit bien qu'en fait c'est quelque chose de très global et qui révèle aussi une volonté d'une classe sociale de pouvoir dompter une population, de pouvoir cadrer, mettre sous contrôle et de pouvoir tranquillement nous emmener au front. Oui. Mais ça, non, je fais des coupes dans les plannings familiaux. Il y a aussi quelque chose qui vient de se passer là, qui sont les élections municipales. Oui. Oui. Et moi, je suis de Castres à la base, et le maire vient de passer récemment national, et une de ses premières mesures, ça a été de couper les subventions, d'interdire les plannings familiaux, de venir spécifiquement dans tout un tas de lieux municipaux. Et ça, là, on l'a vu avec la prise de tout un tas de villes, c'est ce qui se passe concrètement. Et l'avortement a beau avoir été constitutionnalisé, là, c'est quand même un peu l'hypocrisie de ça, c'est que en même temps, pour reprendre les termes de Macron, le planning familial est attaqué et ils ne font pas grand-chose par ailleurs. Mais parce que ce que tu dis sur les politiques natalistes, et là je pense que ça fait aussi le lien avec ce que tu disais au début sur le mot nationalisme, parce que à mon avis, là ils ne vont pas... Enfin, ce qu'on a pu voir en Hongrie notamment, c'est que quand les droits LGBT étaient de plus en plus attaqués, toute une partie de la bourgeoisie au pouvoir en Hongrie, les homosexuels, pour ne pas parler de gays et de lesbiennes, parce que je pense que c'est vraiment des homosexuels au sens uniquement d'orientation sexuelle du terme, étaient tout le temps tolérés dans le gouvernement. Il y en avait, c'était su, mais c'était des bourgeois qui avaient leur place là. Et s'il y a autant de personnes homonationalistes, voire homofascistes au Rassemblement national, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ont leur place dans ce genre de projet, tant qu'ils performe une certaine normativité et et que ce ne soit pas des queers. Et je pense qu'il y a quand même ça aussi dont on doit prendre la mesure. Tout à l'heure, quand on parlait du meurtre de Noam, mais aussi au niveau international, quand on voit qu'il y a des députés républicains qui sont gays, qui sont lesbiennes, qu'il y a Alice Weisel en Allemagne qui est lesbienne, mariée avec une migrante sri-lankaise, mais que toutes ces personnes-là ne se sentent pas concernées par le fait que
qu'ils sont d'extrême droite et qu'ils sont censés être LGBTQIA-phobes, qu'ils tiennent des discours on pourrait penser contre leur propre communauté, mais en réalité, ce n'est pas contre leur propre communauté, parce qu'ils ne sont pas des personnes qui ne rentrent pas dans dans cet idéal-là, et qu'il faut qu'on arrive à avoir cette finesse d'analyse pour savoir répondre, parce que sinon, on peut très vite avoir des discours de quelqu'un comme Tanguy ou comme Sébastien Chenu qui vont dire, mais non, nous, on n'est pas homophobes, regardez, on est là. Mais on va taper sur les trans, mais on va taper sur les personnes qui sont les gays un petit peu trop efféminés, sur les lesbiennes qui le montrent un peu trop. Voilà, de bien se souvenir de ça. Bah, l'exemple même, c'est aussi Gabriel Attal, quoi, qui n'est même pas à l'extrême droite, mais on est vraiment dans cette figure du gay accepté, blanc, qui refait famille. Enfin, c'est-à-dire que l'homonationalisme, ça passe aussi par ça, c'est-à-dire reprendre le modèle hétéropatriarcal, c'est-à-dire un gay qui reprend tout le modèle patriarcal et qui va du coup discriminer les femmes, qui va discriminer les lesbiennes, qui va discriminer le reste de la population, quoi, qui se croit supérieur, mais qui, aux yeux de la société, ne dérange pas, puisqu'il répète un cadre patriarcal qui est en place, quoi. Et qui correspond bien à une classe aussi sociale, qui n'est pas, voilà, comme du tu bloc dis, bourgeois, c'est ça, etc. tout ça aussi qui est lié, quoi. Bien sûr, mais ça fait aussi beaucoup de mal, je trouve, à la communauté. C'est-à-dire, moi, je suis une personne gay, c'est-à-dire que quand on entend, mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir, etc., enfin, ça fait chier, quoi. C'est de se dire qu'on est l'image des gays, c'est Gabriel Attal, ou Tanguy au RN, c'est terrible, quoi. Et on parlait des prides, mais c'est un peu, enfin, dans les prides, il y a cette tendance depuis quelques années à voir les prides comme une fête, et et c'est typiquement ce même genre de personnes qui pourraient faire un tweet le jour d'une pride pour dire, comme Gabriel Attal, pour dire c'est chouette, il y a une fête et puis on sort les paillettes, quoi, voilà. Ouais. Oubliant que ce sont des endroits de lutte. Et je pense, enfin, nous, à Solidaires Étudiants, on bosse beaucoup avec l'OST régulièrement, et on porte cette ligne aussi, là aussi, de remettre dans les prides cette idée aussi, enfin, que sont portées quand même pas mal d'organisations, même si elles sont plus tellement majoritaires, remettre que c'est des endroits de lutte où on va réclamer de droits. Ça va être, par exemple, dans beaucoup de prides, et j'invite toutes les étudiantes et étudiants et tous les autres à venir nous rejoindre dans les cortèges anti-impérialistes, antimilitaristes, de lutte pour nos droits, etc. Et pas de considérer que c'est un endroit uniquement de fête. Et enfin, je prends l'exemple à Poitiers, on a fait un stand syndical et avec l'OST où on a vendu des goodies, etc., solidaires, qui ont très très bien marché et qui nous a permis d'avoir une petite cagnotte qu'on a reversée à l'OST pour toutes ces actions d'autosupport. On va faire la même chose à Grenoble le 20 juin en vendant de la citronnade. Et je pense qu'aussi, face voilà, à la montée de l'extrême droite, on parlait tout à l'heure de quelles actions concrètes on peut faire, c'est aussi ça, c'est aussi bosser avec les associations localement. À Montpellier, on bosse avec Force Doll, il me semble que c'est le nom, qui est une association transfemme autonome à Montpellier avec qui on bosse beaucoup. Et en fait, c'est retisser aussi tout ce lien-là avec qui on peut bosser au quotidien pour avoir des véritables lieux de résistance, des véritables endroits de résistance, parce qu'on sait que la résistance, elle viendra pas de l'Assemblée nationale, elle viendra pas des élections, elle viendra pas des différents partis politiques qui se présentent les uns après les autres, elle ne pourra venir que de notre camp social, elle ne pourra venir que véritablement de nos luttes. Et donc, il y a vraiment que comme ça qu'on pourra résister si jamais l'extrême droite venait à arriver, même si on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Non, mais c'est vrai qu'on essaie aussi au niveau national, à Solidaire, de travailler de plus en plus aussi avec toutes les associations LGBT. Et puis on a aussi commencé à faire des formations enfin sur le sujet. Il y a eu la première qui a eu lieu en décembre l'année dernière, il y en a une autre qui va s'organiser au mois d'octobre. Parce qu'on pense aussi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est hyper important de se former sur ces questions-là. Et nous, on les délie aussi du monde du travail parce que on a un syndicat de lutte et de transformation sociale, et que en fait, ce qui se passe dans le monde du travail se passe dans l'ensemble de la société, et que quand on fait cette formation-là, on rappelle que certes, il y a des actions à faire au travail et qu'il faut bien sûr
défendre, bien sûr, toutes les personnes LGBTQIA+ au travail, quand elles sont attaquées, et pas que, pour revendiquer des droits, pour revendiquer des progrès, pour revendiquer des choses, faire avancer le droit du travail et tout ça, mais que c'est aussi dans l'ensemble de la société qu'on doit lutter, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on apprenne à travailler, et c'est ce qu'on avait dit lors de la formation, c'est de se rapprocher, parce qu'on nous demandait, mais comment on peut faire localement? Ben, en fait, localement, c'est déjà de sonder, en fait, dans vos propres villes, quelles sont les associations LGBTQIA+ qu'il y a, d'aller à leur rencontre et de créer des liens pour ensuite pouvoir mener des luttes sur le terrain ensemble et faire front ensemble. Il y a aussi un truc qui marche bien, c'est qu'il faut imposer aux municipalités de créer les espaces pour militer. C'est-à-dire, il faudrait qu'on impose dans toutes les communes des centres LGBTQIA+. Là, par exemple, il y en a un qui a ouvert à Marseille il y a quelques années, mais en fait, sur le modèle de Paris. Il faudrait vraiment qu'on arrive à créer des espaces safe pour les associations LGBTQIA+, et en plus un espace pour les personnes LGBTQIA+. C'est-à-dire que, et ça, il faut vraiment qu'on l'impose à nos municipalités, surtout dans les grandes villes, souvent de gauche, et leur dire, bon, bah, c'est bon, hein, on a voté pour vous, mettez en place ces espaces. Parce que contrairement aux municipalités de gauche, c'est ce que tu disais, les municipalités d'extrême droite coupent les vivres aux associations, quoi. Et ça, c'est terrible. Mais il y a l'enjeu sur la question des locaux, il y a l'enjeu effectivement d'en ouvrir partout, mais parce que tu disais pas comme que ça s'est ouvert sur le modèle du centre LGBT parisien. Donc je sais pas exactement ce que tu voulais dire là, mais si tu voulais parler du coup d'un lieu plutôt dépolitisé, avec des associations qui peuvent être quand même qui dépendent de certains financements qui font que ça reste très centriste. Nous, on est en train de sortir quelque chose là actuellement sur le centre LGBT, donc et notamment ces liens avec plutôt, on va dire, le centre droit, voire la droite parisienne. Il y a la question du coup d'avoir des lieux effectivement communautaires de lutte et ou de création culturelle, qui sont aussi des endroits où on peut construire des alternatives, où on peut penser entre nous d'autres formes de faire société, parce que c'est quand même important de proposer autre chose dans l'amorosité ambiante, mais qui sont parfois aussi attaqués. Moi, je pense ici à Paris à la Flèche d'Or, qui est un centre, qui est un lieu qui appartient, les bâtiments appartiennent à la mairie, qui est géré par une association depuis 5 ans, je crois maintenant, et qui propose des événements queer, antiracistes, anti-impérialistes, des événements à prix libre, des cantines populaires, et du coup un endroit qui allie à la fois ce truc de la mairie met à disposition des locaux, mais ce ne sont pas des associations institutionnelles qui s'en occupent. Mais là, la mairie ferme pour le lieu pour rénovation pendant 3 ans et a déjà annoncé qu'ils allaient refaire un appel d'offres ensuite et qu'ils allaient augmenter le loyer. Du coup, il y a aussi cet enjeu-là de comment est-ce que quand on a des lieux, on peut les garder, comment est-ce qu'on impose à la municipalité que ces lieux-là ne soient pas donnés qu'à un certain type d'association, que ça soit fait pour l'auto-organisation, parce que c'est aussi ça la force. Hein, tu parles de l'OST, tu parles d'associations d'autosupport, mais qui aujourd'hui ont une fonction vitale dans les communautés, notamment dans les communautés trans, de permettre le suivi des transitions, de permettre de s'entraider, mais qui vont aussi demain peut-être être des endroits de résistance très forts, parce que si demain les associations institutionnelles sont attaquées, le tissu, le maillage un peu plus par en bas sera aussi des endroits par lesquels on peut résister et on peut faire venir des résistances un peu plus fortes. Ça, on le voit dans d'autres dans des pays où les droits n'existent quasiment pas, comme en Russie, où c'est beaucoup plus compliqué, ce qui reste, c'est le maillage qui n'est pas visible. Alors, bien sûr, il faut souhaiter qu'on n'en arrive pas là, mais c'est toucher un maillage qui est quand même important et qu'il faut arriver à consolider. C'est pour ça que moi je garde espoir, je garde espoir. Quand j'avais vu qu'on avait réussi à s'organiser en 2023, en fait. Voilà. Après, on n'a pas réussi à maintenir cette pression sur la durée. Mais je trouve qu'on avait quand même réussi à organiser partout des manifestations, partout des rassemblements, très très rapidement, et pour le coup très politique aussi. Et je trouvais que c'était assez fort en fait ce qui avait pu s'organiser à ce moment-là, quoi. Voilà, et que je me dis que bon, il faut vraiment qu'on apprenne à lutter ensemble malgré des fois les désaccords politiques qu'on peut avoir, et c'est normal qu'on ait des désaccords politiques, qu'on soit pas d'accord sur tout. Il faut vraiment qu'on apprenne à lutter ensemble si on veut vraiment résister face à l'extrême droite, quoi. Moi, si je peux
Vas-y, vas-y. Si je me permets, tu parles de la loi de le projet de loi d'interdiction de transition des mineurs. Ouais, qui avait eu Euh, lieu, je sais plus, c'était C'était en 2022. 2024. C'était juste avant les européennes et les Ah voilà, je législatives. me rappelle plus si c'était 2023 ou Mais, 2024. mais en fait, le problème, c'est que justement, on a perdu à ce moment-là. Ouais. Parce que le vote est passé au Sénat. Et ensuite, il y a eu la dissolution, donc ce n'est jamais passé à l'Assemblée nationale. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que pour moi, la force de ce mouvement, ça a été le fait que pour la première fois, la CGT a appelé partout à des rassemblements, que toutes les organisations politiques de gauche, sauf le Parti socialiste, dans lesquels il y a des mouvances, enfin, beaucoup de lobbies anti-trans ont des membres du Parti socialiste à l'intérieur, donc on va mettre de côté cette force politique-là, mais pour toutes les autres, ils sont positionnés en faveur des droits des personnes trans, qui sont des avancées, parce qu'avant, il pouvait y avoir des déclarations, mais depuis, on a des discours répétés de la gauche institutionnelle, parce que la gauche, plus à gauche, en général, ça va. Donc effectivement, il y a des avancées là-dessus. Il y a des avancées, des progressions sur les revendications. Ça, on le voit dans notre camp social de manière générale. Et pour moi, ça fait partie des choses quand même positives. Parce que ça travaille la lame de fond, ça travaille le rapport de force général et ça permet que quand il y a des attaques, il y a d'autres personnes qui y pensent, qui en parlent, qui sortent dans la rue. Et ça permet effectivement de ne pas être suspendu qu'aux enjeux électoraux. Parce que c'est sûr que si on attend que derrière 2027 une salvation divine, on est mal barré. C'est clair. Mais sur l'unité dont tu parlais, en fait, il faut cette unité, je pense, syndicale, de partis de gauche, etc., comme ça s'est passé en 2024. Mais tout l'intérêt, enfin tout le rôle de Solidaire, je pense, de l'Union Solidaire, c'est de tirer vers nos revendications. C'est-à-dire que je pense qu'on a des revendications en plus intersectionnelles, antiracistes, etc. Il faut vraiment, enfin je parle en tout cas pour l'éducation, on essaye vraiment de tirer sur nos revendications le reste Du mouvement syndical. du mouvement syndical, quoi. C'est-à-dire que proposer à la CGT un communiqué intersyndical avec nos revendications, bah, ça demande de la négociation, etc. Mais je pense qu'on a tout à gagner en étant unitaire, mais en ne laissant pas tomber nos revendications qu'on a en plus depuis longtemps quand même par rapport à certains syndicats ou certains partis. Oui, ça fait un petit moment effectivement qu'on a les revendications sur les questions LGBT, mais faut aussi qu'on les fasse évoluer. En tout cas, c'était la question de des enjeux peut-être du prochain congrès, de réfléchir à comment faire évoluer aussi nos revendications sur les questions LGBT, parce qu'effectivement, elles remontent à un petit moment quoi, en arrière. Je sais même plus de quel congrès elles datent. Mais Donc du pain sur la planche, quoi. non, mais voilà, il faut les réactualiser et les remettre et réfléchir à d'autres revendications parce que nous, ce qu'on a effectivement, je reprends mes notes parce que c'est partie de ce qu'on a commencé à réfléchir pour au sein du groupe, enfin de la commission genre et sexualité. Notamment, voilà, le projet de transition, j'en ai parlé tout à l'heure, l'affiliation automatique pour les personnes trans, enfin pour les parents trans, aujourd'hui elle n'existe pas. L'égalité en termes de congés parentaux aussi, ça n'existe pas encore vraiment. L'interdiction des preuves de l'intime qui sont demandées aujourd'hui par l'OFPRA. Aujourd'hui, on demande, enfin voilà, on avait eu aux intersyndicales femmes des témoignages de camarades des lesbiennes dépassent les frontières. Et notamment une camarade qui disait, ben voilà, elles expliquent en fait ce qu'on leur pose comme question sur leur intimité au sein de l'OFPRA. Enfin, c'est horrible. Enfin, tu étales complètement ta sexualité devant des inconnus pour prouver vraiment que tu es bien lesbienne et que tu es bien en danger dans ton pays pour pouvoir obtenir le droit d'asile. Donc c'était assez fort. Et donc du coup, voilà, donc c'est partie des choses, voilà, sur de la preuve de l'intime. Là aussi, puis la dépathologisation des variations intersexes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les personnes intersexes, forcément, en fait, dès qu'elles sont petites, on va dire à leurs parents, et souvent les parents sont ignorants, enfin, voilà, il faut que vous choisissiez, il faut que vous fassiez une opération sur votre enfant pour décider si ça sera une fille ou un garçon. En fait, si l'enfant est en bonne santé, il n'y a absolument aucune raison de faire... Voilà, c'est aujourd'hui, il y a plein de... Enfin, pas plein, non, pardon, il y a quelques pays aujourd'hui qui considèrent que c'est de la torture. Ah, c'est une mutilation. C'est une mutilation, vraiment des corps. Voilà, et ça fait partie des choses
voilà, qu'on doit revendiquer peut-être plus fort, aujourd'hui dans nos combats, syndicaux, quoi. Et d'autant plus que je crois que c'est en Allemagne, qui justement, laissent enfin ne font pas choisir les parents, d'un genre à un autre, et il y a surtout pas de mutilation, Mmh. sexuelle, à la naissance, quoi. Et ça fait longtemps, et je pense en France, on est à la traîne, Ah de oui, fou là-dessus sur, mmh. les personnes intersexes. Et puis, tu parlais des migrants, mais c'est terrible, effectivement, les questions qui sont posées, aux migrants et la façon dont on traite, bon, les migrants en général, enfin, Oui, non, c'est-à-dire mais c'est qu'on a c'est une horrible, politique ouais. hyper xénophobe en France sur, l'accueil des migrants, le parcours du combattant pour les papiers, etc. Et en plus, rajouter à ça, des questions de l'intime, sur sa sexualité, sur son genre, c'est inadmissible. Puis ça s'accompagne, enfin, c'est pareil pour les mineurs, le traitement que subissent les mineurs, isolés, pour prouver qu'ils sont mineurs ou majeurs, enfin, on est vraiment sur de la xénophobie d'État, pure, quoi. De toute façon, c'est toujours, la même mouvance aussi, hein, Mmh, c'est ça aussi. c'est ça. Super gai comme émission! Non, mais voilà, après, Mais on va faire la fête. ça Enfin, va faire tu disais, c'est vrai qu'il faut lutter aussi de manière radicale, etc. Mais je pense que les espaces de fête, enfin, c'est Mmh. Pride aussi. Moi, je m'étais un peu pris la tête, enfin, c'est un peu drôle, avec des militants et militantes du NPA qui disaient, ici, on est là, pour militer, pas pour faire la fête, etc. Et en fait, je suis pas d'accord du tout avec ça. C'est que je pense que c'est des espaces de fête, et la fête, on doit aussi se la réapproprier et en faire un espace de lutte, quoi. Mmh. Mais je pense que ça reste un espace de fête et c'est aussi la raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de plus en plus de gens qui y vont aussi et c'est important de garder cet espace-là, mais c'est aussi un moment de visibilisation aussi de notre cause. Et donc c'est aussi important derrière de pouvoir aussi s'en servir pour, visibiliser nos revendications. Pas uniquement enfin, c'est important de pouvoir du coup dire: «Bah, regardez, on est là, on existe», mais en fait, on n'existe pas un jour dans l'année, Mmh. on existe Mmh. toute l'année et donc on veut aussi des choses derrière et donc enfin, je pense que ça veut pas forcément dire qu'il faut être, enfin, c'est un grand débat qu'on a souvent, à Solidaire étudiant. Il y a pas une obligation de faire un cortège solidaire étudiant, d'être en drapeau solidaire dans les prides nécessairement et cetera. C'est pas enfin, forcément ça l'objectif. Mais par contre, c'est aussi important que, bah, notre syndicat ait une parole syndicale dans ces prides et que ce soit pas, uniquement, oui, enfin, voilà, les confettis, les paillettes et cetera. Que ce soit aussi, bah, on fait une prise de parole, si on en a l'occasion, on tient un stand et puis, on récolte de l'argent, de la cagnotte, enfin, on fait une cagnotte pour des organisations d'auto-organisation, d'auto-support et cetera. Pour que derrière, on ait aussi une action qui permet justement aussi de dire à plein de personnes de nos communautés, bah en fait, derrière, il faut lutter. On peut pas rester justement sur ça. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée, c'est un moment qui est salvateur dont on a besoin, mais qu'on peut pas rester uniquement sur ce côté-là. Et le risque aussi, bah, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, des organisations, des associations qui ne sont pas de notre camp social, mais qui sont de nos communautés et qui du coup essayent de absolument s'approprier ces moments-là. L'histoire de la Pride, c'est une histoire de lutte, avant tout, ce qui n'empêche pas la fête. Mmh. Du moment qu'on est conscient, et nous on l'est, mais pas forcément tout le monde, que derrière il y a de la lutte. Ouais, mais pardon. Non, si tu veux, vas-y, je vais En après, fait, juste, moi, c'est un débat intéressant parce que, si tu veux, les premières Pride, elles se sont faites parce qu'il y a eu des descentes de police dans des lieux de fête, justement. Parce que ces lieux de fête pour les LGBTQIA+, c'est nos lieux où on a pu exprimer notre sexualité, où on a pu exprimer, une façon de vivre différente qui sortait du cadre, hétéropatriarcal, etc. Et en fait, ces lieux de fête subversifs, qui sont pas acceptés justement par le caractère traditionnel, etc., ou de subculture, etc., sont précieux encore, et je pense qu'il faut militer aussi pour les Mmh. garder. C'est des espaces où on peut aussi militer, comme tu disais, en dehors d'un cadre, admis, etc. Et je trouve ça, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi, dans ces lieux-là, et moi je me souviens quand j'étais jeune, vivre notre sexualité. C'est-à-dire que dans un espace festif plus que dans un espace militant traditionnel, j'entends, type un parti ou un syndicat. Parce que dans un parti ou d'un syndicat, on reste une minorité au sein de ce parti, de ce Mmh. syndicat, alors que dans ces espaces de Bah, fête, ça devient une majorité. on devient une majorité. Et Ouais. c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas du tout de militantisme. Tu vois, par exemple, il y a un lieu à Paris comme la Mutinerie. C'est un espace de, moi je trouve que c'est un espace de fête, et pour autant,
il y a du militantisme dedans, tu vois. Enfin, je trouve. Mais ça va. Non, mais je ne suis pas contre la fête, hein, Ah qu'on oui, oui, oui. s'entende, hein, mais Non, mais c'est simplement, je pense que c'est important de garder un discours politisé dans la ouais, Pride. bien sûr. Et enfin, c'est quelque chose qui, parfois, par certaines organisations, a tendance à se perdre. Ouais. C'est plus ça, c'est garder un discours politique, notamment face à l'extrême droite, parce qu'effectivement, on a des bancs de notre communauté qui seraient largement prêts à se dire, bah, en fait, l'extrême droite arrive, mais effectivement, ils sont respectables Ouais, pour ouais. certains points. C'est plus ça, mais c'est pas, on va pas. Non, On non, nous mais serons dans non, toutes mais les on Pride. rebondissait sur ce que tu disais. Oui, 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 moi aussi, pour rebondir, c'est pas du tout. Mais non, mais moi, je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est possible de faire les deux. Alors, déjà, sur le truc historique, il y a un livre d'un historien qui s'appelle Mathias Kéré qui retrace l'histoire du mouvement, notamment lesbien et gay, depuis les années 70 en France. Et ce qu'il explique, c'est que les premières manifestations, notamment du phare, mais après des groupes homosexuels en France, c'est pendant le 1er mai d'y aller en faisant des cortèges festifs. Enfin, ils appellent pas ça festif, mais de faire des happenings, mais plutôt joyeux. C'est vrai que c'est inscrit dans l'ADN de la lutte de nos communautés. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs manières d'apprentissage. Je pense que les pride radicales, c'est toujours un peu cette manière-là de faire à la fois de la fête et de la lutte. Je pense aussi à Paris au collectif Les Invertis qui fait justement des cortèges festifs et politiques dans les prides ou des soirées politisées dans des lieux de fête parisiens et où ça fonctionne. Et où ça fonctionne, où ça fait venir du monde, où ça politise la communauté sur le coup, et où ça radicalise, y compris des personnes qui pouvaient à la base être plutôt apolitiques, mais c'est en alliant les deux. C'est pas, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut jamais lâcher le discours politique, mais vu que la fête marche, à la fois bon parce que ça nous plaît, mais aussi parce que de manière très tactique. C'est toujours mieux d'avoir un DJ. Si tout le monde va aller derrière un DJ, c'est bien que le DJ, en plus, lance des slogans politiques. Là où j'ai l'impression que les cortèges que politiques, des fois, c'est plus compliqué. Moi, pour avoir fait les deux, pour dans le passé avoir été dans des organisations plus traditionnelles qui effectivement faisaient des cortèges plus politiques, c'était Avec des tout fois son plus drapeau. compliqué. Mais oui, effectivement, après, je pense que il ne faut jamais lâcher la politisation. Bien sûr. Mais nous, de toute façon, à Solidaire, on sait pas être dans un cortège. Ouais. Petit drapeau rose à droite à gauche, on est partout. Juste parce que je vois qu'il est 20h. Ouais, donc il va falloir bientôt pas tarder à conclure. Non, mais on a sorti un bulletin cette année. Voilà, justement sur des genres et des sexualités, sur les. Pas que sur les prides, mais du coup, effectivement, ça reprenait un peu l'histoire de Stonewall. On est un peu revenu aussi sur les. Parce qu'il y a eu aussi des interdictions des marches et fiertés qui ont commencé aussi à avoir lieu, mais ça, c'est aussi suite aux élections. Notamment la marche des fiertés de Fashtumessil, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, Alors, dans le Nord. ouais, le Nord, quoi. Dans le Nord, Fashtumessil, dans le Nord, voilà, une commune nouvellement acquise par un maire de divers droites qui a interdit la marche des fiertés. Voilà, on était aussi revenu sur la loi Rodwell, sur des luttes qu'il y a eu au travail, parce qu'il y a aussi des, notamment, peut-être qu'on en reviendra dans un prochain Twitch, mais des camarades de Hetz qui ont été en lutte pendant longtemps, parce qu'il y avait un plan de licenciement qui est en train de s'organiser, mais ça dépend aussi, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure. Dès qu'on coupe des financements, derrière, c'est aussi ça veut dire derrière des mis bout à bout des licenciements dans des associations qui accompagnent des personnes LGBT. Donc voilà. Et du coup, je vois qu'on m'écrit le nom de la ville, Fashtéménil. Timénil. Ouais. Bon, je ne sais toujours pas le dire, je m'excuse pour les habitants. Voilà. Mais voilà, donc il y a Hetz qui a été en lutte. On est aussi revenu sur ce qui se passait aux États-Unis et ce qui se passait aussi au Sénégal. Bon, il y a quand même aussi, on a mis quelques victoires parce que ça nous paraissait quand même aussi important de parler des victoires. Sûr, parce que le mariage homosexuel a été autorisé en 2023 en Thaïlande et les premiers mariages ont eu lieu en début d'année ou 2024 en Thaïlande. C'est ça, 2024. Et les premiers mariages ont eu lieu en fin 2025, début 2026. Donc, je pense que c'est aussi important aussi de parler un peu des victoires, quoi. Voilà, ça me paraissait... Voilà, et puis on a mis aussi toute la liste des différentes prides.
Sachant ce qu'on s'aperçoit au fur et à mesure des années quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de Pride qui ont lieu en France. Puis de petites Et villes. dans de petites villes, dans des petits villages, voilà. Enfin, moi, j'avais été à la toute première Pride de Saint-Gaudens il y a 2-3 ans. C'était vraiment très chouette. Voilà. Coucou camarades de Saint-Gaudens. Voilà, c'était vraiment très très chouette. Petit tour de ville. Enfin, les gens étaient un peu, voilà, des personnes de la population qui se demandaient qu'est-ce qui se passait. Mais non, mais c'était voilà. Et on voit vraiment qu'il y a vraiment des petites villes où il y a des prides qui s'organisent, quoi. Et ça, c'est plutôt chouette de voir aussi que quand même, ça s'organise partout aussi. Ouais. Non, mais à ce propos, il y a un film là qui est sorti cette année qui s'appelle Pédale Rural, Oui. qui parle de la vie de queer à la campagne et notamment qui suit l'organisation de la première Pride d'Idéchamps, quoi, et qui est vraiment bien, qui montre à la fois la réalité des personnes queer dans des territoires ruraux, mais qui montre aussi, je pense, sans avec un juste regard, ce que c'est l'acceptation, mais ce que c'est aussi les difficultés, et que c'est ni noir ni gris, et comment toutes ces thématiques-là se passent à la campagne. J'en profitais juste pour en parler, parce que c'est vraiment un beau documentaire, ouais. et que si... Je l'ai vu, il est vraiment chouette. Mhm. Vraiment très très chouette. Il est vraiment à voir. Je sais pas si vous aviez des choses à ajouter. Tous dans la rue. Dans la rue, voilà. On a tous les week-ends un peu partout. Un peu partout, voilà. Si moi j'ai une chose à ajouter, que la lutte LGBT elle commence aussi dans nos propres syndicats et dans nos propres locaux syndicaux. Voilà, parce qu'on nous a rapporté que on avait des camarades dans certains locales syndicales qui étaient encore mégenrés alors que il et elle avaient dit plusieurs fois leur genre et du coup soutien à nos camarades et de rappeler que ces luttes-là, en fait, il faut déjà qu'on les commence aussi sur nos lieux de militantisme. Et moi, je suis une accro de la formation, donc je dis formez-vous, déconstruisez-vous. Voilà, et je pense qu'on peut se former tout au long de sa vie et de se déconstruire tout au long de sa vie. Voilà. Je sais pas si Ah c'est ouais, le mot de non, la fin, mais, mais bon. on fait des super formations à Sud Éducat Solidaire, donc venez. Et abonnez-vous à Problématique. Et merci pour l'invitation, en tout cas, et pour la discussion. Ouais, trop bien. Merci beaucoup pour l'organisation. Et puis on peut aussi remercier donc Marie dans le chat, Romane, Patrick et Gaël qui étaient à la technique ce soir. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Bonne soirée.